Bonjour à toutes et tous. Bonjour je suis Emmanuel Gatineau. Pardon Sylvie, excuse-moi, je coupe la parole. Je suis Emmanuel Gatineau, consultant et pilote sectoriel énergie, et je vais animer ce webinaire avec Sylvie Féquet, consultante et pilote sectoriel chimie. Sylvie vous parle depuis notre bureau de Lyon. Je suis pour ma part basé à Nantes. Nous avons souhaité vous proposer ce cycle de 2 webinaires consacrés à la crise énergétique et à ses conséquences, parce que c'est pour nous un enjeu majeur, qui, de notre point de vue, doit être pris à bras-le-corps par les représentants du personnel. Vous nous connaissez, c'est CAFI, nous sommes un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des représentants du personnel. Nous intervenons dans toute la France, sur tous les secteurs d'activité, et nous avons réalisé plus de 6000 missions auprès d'entreprises de toute taille l'année dernière. Et il nous semblait important de passer du temps avec vous pour comprendre les déterminants de cette crise et comment cette crise impacte les entreprises. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est d'abord de prendre un temps de présentation, qui va durer à peu près une demi-heure, qui sera suivi ensuite d'une séquence de questions-réponses. Et je vous invite d'ailleurs à poser vos questions dans le chat tout au long de notre exposé. Le deuxième webinaire se tiendra le 3 février et il sera quant à lui consacré aux moyens qui sont à votre disposition pour intervenir dans votre entreprise. Donc je vous propose de basculer sur la présentation et de commencer pour ma part à vous présenter les déterminants de cette crise. Alors quand on parle de crise énergétique, de quoi on parle ? Déjà, on parle d'une situation qui a débuté au milieu de l'année 2021. On a eu une augmentation, et vous voyez sur ce graphique que je partage à l'écran, une augmentation de l'ensemble des prix on va dire, de l'énergie depuis le milieu de l'année 2021. Ce graphique vous est présenté en bas 100 et il vous donne bien à voir la façon dont on avait une forme de stabilité jusqu'au milieu de l'année 2021 et où les choses se sont emballées à partir du milieu de l'année. Première courbe que vous avez au-dessus, c'est la courbe de CO2. Donc ça, c'est spécifique à l'Europe. Vous savez que l'Europe a mis en place une politique de réduction de ses émissions de CO2, avec notamment la mise en place de quotas carbone, et donc qui a fait que le prix du CO2 a fortement augmenté à partir du début de l'année 2021, puisqu'on est rentré dans la 4e phase de ce système. Donc, premier élément, vous avez l'effet de la transition souhaitée par l'Europe. Deuxième courbe, vous avez l'électricité et le gaz, et là, vous voyez bien comment les choses se sont emballées sur l'année 2022. Et là, on a 2 éléments. On a à la fois la crise de l'Ukraine et la difficulté qu'on a désormais de commercer avec la Russie. Et on a, au milieu de l'année 2021, la reprise post-Covid. Donc finalement, on peut résumer la situation de crise qu'on vit aujourd'hui, alors à la fois sur un événement conjoncturel qui est la crise en Russie, la reprise post-Covid et une direction de transition énergétique. Je vous propose maintenant, sur la page suivante, de regarder un peu plus précisément l'année 2022 qu'on a vécue et où on en est au début de cette année 2023. Changement de graphique, changement de représentation, on est désormais en euros par mégawattheure et on se focalise sur le gaz au travers de l'évolution, et c'est la courbe bleue des prix sur le principal marché européen qui est le marché TTF, et l'évolution des prix de l'électricité en France, les prix de base. Et donc là aussi, vous voyez ces courbes qui démontre à la fois la volatilité de ces prix et les envolées qu'on a pu connaître sur l'année 2022. Depuis le début de cette année 2023, on connaît une baisse, une accalmie sur ces marchés de l'électricité et du gaz, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a un hiver assez doux, jusqu'à présent en tout cas. Et la deuxième raison, c'est que finalement, on a eu des bonnes nouvelles, alors tant dans la capacité à
remplir nos stocks de gaz en Europe, tant sur la disponibilité du parc nucléaire français, j'y reviendrai, puisqu'on a un certain nombre de centrales qui sont de retour sur le réseau après une période d'arrêt assez importante. Et on a une baisse de la consommation, alors qui est à la fois liée à cette douceur jusqu'à présent de l'hiver, mais aussi à une baisse de consommation liée à l'activité industrielle. Alors, le contexte de cette crise, c'est une économie qui est au niveau mondial, puisque cette courbe vous donne à voir la façon dont on a consommé de l'énergie primaire dans le monde depuis 1850. Une économie mondiale qui, depuis la révolution industrielle, est assise sur la croissance de consommation des énergies fossiles. Et vous voyez bien sur ce graphique qu'à partir des années 50, on a fortement augmenté notre consommation de charbon, de pétrole et de gaz, qui constituent encore aujourd'hui la très grande majorité de l'énergie primaire qu'on consomme. Vous avez qui apparaissent le développement des autres types d'énergie, que ce soit renouvelables, nucléaire, hydroélectricité, progressivement, mais qui, vous le voyez, en proportion, restent faibles par rapport à l'importance des fossiles. Ça fait que forcément, vous avez des pays qui disposent de ressources fossiles et puis des pays qui, eux, sont importateurs nets, qui n'ont pas ces ressources. Et donc, forcément, vous avez, dans des situations de tension géopolitique telles qu'on les vit aujourd'hui, eh bien forcément des crispations pour les pays ou les continents comme l'Europe qui sont dépendants de leur approvisionnement en ressources fossiles. Alors justement, là, on a cette vision au niveau mondial. Ce que je vous propose, c'est de regarder la situation au niveau européen. Donc, si on regarde le mix énergétique européen, et là, je reprends des sources de l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport qui a été publié en fin d'année dernière, qui nous montre qu'en 2021, eh bien, l'Europe était, de la même façon que l'ensemble des pays au niveau mondial, très dépendante des énergies fossiles, puisque vous voyez que quand on fait la somme des fuels liquides et des fuels gazeux et du charbon, on est à la majorité de la consommation énergétique en Europe. Alors, si on regarde la façon dont on produit l'électricité en Europe, eh bien, on rajoute encore des fossiles, puisque une très grande partie de notre énergie en Europe est basée sur l'exploitation de centrales à charbon, centrales à gaz, et donc on a un mix de production d'électricité qui est lui-même carboné. En France, on a une situation un peu à part par rapport à nos voisins européens, et on va le voir ultérieurement, mais si on regarde au niveau européen, on a une dépendance aux énergies fossiles qui est importante. Alors justement, la France a un mix de production d'électricité qui est très spécifique. Et donc, sur cette page, ce qu'on vous propose, c'est de comparer les mix de production d'électricité entre la France et l'Allemagne. Donc là, on est sur une photographie qui reprend l'année 2020, et qui vous donne à voir que sur cette année 2020, vous avez au niveau de la France un peu moins de production d'électricité que vous en avez en Allemagne en volume, mais qu'on est globalement dans des ordres de grandeur, 500 TWh en France et 538 TWh en Allemagne, qui sont équivalents ou cohérents avec la taille des pays. Vous voyez par contre que la répartition de la façon dont on produit notre électricité est très différente. En France, on a cette importance du parc installé nucléaire qui représentait en 2020 donc 67% de la production d'électricité. Et vous avez l'Allemagne qui a, elle, décidé de beaucoup plus investir sur les énergies renouvelables et de sortir de sa dépendance à l'énergie nucléaire. Vous voyez que l'Allemagne, en 2020, avait quand même recours de façon importante aux énergies fossiles pour produire l'électricité, puisque vous aviez 23% de la production d'électricité allemande qui était liée au charbon. Et donc, ça fait qu'on a finalement, à l'intérieur de l'Europe, alors même qu'on a un marché de l'électricité qui est intégré et un système de prix qui est finalement unique pour l'ensemble des pays en Europe,
des divergences fortes. Et là, on a cet élément de comparaison entre la France et l'Allemagne, d'un pays à l'autre, ce qui peut expliquer les difficultés qu'on a aujourd'hui à se mettre d'accord pour faire évoluer nos règles européennes, puisque forcément, on a des intérêts nationaux qui peuvent être divergents. Et donc, toutes les discussions qu'on a autour de la réforme du marché de l'électricité pour éviter de revivre finalement les pics de prix qu'on a vécu sur l'année 2022, tout ceci se heurte à cet écart important entre les pays en Europe et leur mix de production énergétique, notamment électrique. Petit élément, quand on voit ce graphique à avoir en tête, c'est que finalement, notre situation de crise, elle est aussi amenée par l'intermittence des énergies renouvelables. Concrètement, l'année dernière, vous avez eu, alors même que l'éolien est un élément important de la production d'électricité en Allemagne, eh bien vous avez eu des périodes où vous avez eu très peu de vent. Et donc, vous avez une base installée éolienne en Allemagne qui a très peu produit. Ça a contribué à la tension sur le marché de l'électricité. Autre élément à avoir en tête, c'est qu'on est, je vous le disais, sur un marché de l'électricité qui est commun en Europe, mais malgré tout avec des écarts, puisque d'un pays à l'autre, on a accès à des ressources de production qui sont différentes. Ce que vous montre cette courbe, qui compare finalement, enfin qui vous donne à voir l'écart de prix entre les prix de l'électricité en France et en Allemagne, ce que vous montre cette courbe, c'est que finalement, il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus onéreux d'acheter de l'électricité en France sur des prix à terme. Donc là, vous voyez l'évolution de ces prix à terme. Si vous vouliez acheter de l'électricité en France en janvier 2023, eh bien, c'est la courbe que vous avez en rouge. Eh bien, en fonction du moment où vous achetiez ce volume d'électricité, vous viviez un écart avec vos concurrents allemands entre 200 et parfois jusqu'à 1000 euros du mégawattheure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, sur les marchés, puisqu'on est sur désormais un marché ouvert sur les ventes d'électricité en Europe, on avait une anticipation de difficultés plus importantes en France qu'en Allemagne. Et donc, vous avez à l'intérieur de l'Europe des situations spécifiques par pays qui font que vous pouvez avoir à l'intérieur même de ce marché unique des écarts de prix importants d'un pays à l'autre. Alors, pourquoi est-ce que notre conviction, et je vous le formulais en introduction, est qu'on est devant un enjeu majeur? On a un changement de paradigme qui est d'abord lié à la situation qu'on vit aujourd'hui de réduction de nos approvisionnements en gaz. Ce que vous montre ce graphique, qui est extrait du plan REPowerEU, qui a été établi à l'été dernier pour justement organiser des solutions pour se passer du gaz russe, c'est qu'au moment de l'établissement de ce plan, on était encore dans une situation où on avait identifié 2/3 des ressources nous permettant de nous passer de l'approvisionnement du gaz russe, qui, avant la crise, représentait à peu près 45% du gaz qu'on importe en Europe. Une grosse partie des solutions est liée à ce que vous avez en orange, qui est le fait de recourir à de l'importation via notamment des bateaux, terminaux méthaniers, et via le besoin de non plus passer par des pipelines, mais donc par des bateaux, et par donc du coup le fait de liquéfier le gaz, donc le gaz naturel liquéfié, qui du coup a un coût supérieur. Et donc qui, du coup, pour être aussi acheminé, nécessite un certain nombre d'infrastructures, comme des terminaux méthaniers, qui sont, du coup, en construction, en annonce de construction un peu partout en Europe. Mais malgré cette initiative, malgré toutes les discussions que l'Europe a, notamment avec le Qatar ou avec d'autres pays producteurs de gaz aujourd'hui, on reste dans une situation où on s'attend dans les années futures à avoir des difficultés à s'approvisionner en gaz.
Des publications sur cette fin d'année dernière ont permis de voir que l'Europe était globalement beaucoup moins sécurisée que des zones comme la Chine ou l'Inde sur ses approvisionnements en gaz sur les années futures. Et que finalement, la relative bonne nouvelle qu'on évoquait tout à l'heure sur ce début d'année 2023 avec une réduction des prix, c'est une bonne nouvelle pour cet hiver, puisqu'on est bien parti, les stocks sont pleins et on a eu un début d'hiver clément, comme je vous le disais. Mais ça nous pose des interrogations pour les années à venir et on pense que l'approvisionnement pour 2024 ou les années à venir va être progressivement assez tendu. Et ça se reflète dans les projections de prix. Et là, vous avez d'abord la projection de prix sur l'électricité. Et donc, vous voyez qu'on a un prix de l'électricité qui était en moyenne autour de 50 € du mégawattheure en France et qui est projeté pour 2023 et 2024 à plus de 200 € du mégawattheure. Alors, cette évolution du prix de l'électricité, on va y venir sur les déterminants. Pourquoi est-ce qu'on envisage cette marche ? Avant ça, vous donnez à voir que finalement, cette évolution du prix du gaz et la crise gazière qu'on vit actuellement, elle est avant tout européenne. Et vous avez ici, c'est une comparaison qui vous donne à voir l'écart de prix entre le gaz naturel aux États-Unis et le gaz naturel en Europe. Et vous vous rendez compte qu'il est beaucoup plus onéreux d'acheter du gaz en Europe qu'aux États-Unis, les États-Unis étant un grand producteur de gaz. Donc on illustre ici l'évolution des prix sur 2022, l'écart qu'il y a entre les prix du gaz aux États-Unis et en Europe. Je reviens sur le changement de paradigme que j'évoquais sur les prix de l'électricité et sur cette page pour partager avec vous plusieurs éléments qui expliquent pourquoi on anticipe désormais des prix de l'électricité élevés à l'avenir. La première chose, c'est l'état de la production du parc nucléaire en France. Et vous voyez qu'on a structurellement une production nucléaire qui a diminué sur les dernières années. On a aujourd'hui des annonces de construction de nouvelles centrales. On a une volonté d'augmenter la capacité, mais on a aujourd'hui, naturellement, du fait à la fois de fermeture de certaines centrales et de besoin de maintenance et de révision, une baisse de la capacité de production nucléaire par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. On a des incertitudes qui sont connues et qui nous amènent à penser que malheureusement cette situation de tension elle va perdurer autour de l'accès aux ressources fossiles, je vous en ai parlé, et puis sur les disponibilités d'un parc qui est vieillissant. Et on a eu un épisode sur cette fin d'année qui est toujours en cours actuellement de l'identification de difficultés donc, sur les soudures et qui a amené à l'arrêt d'une partie du parc nucléaire sur lequel on a identifié ces difficultés. Avec un parc vieillissant, il est possible que ces questions de disponibilité soient présentes encore dans les années futures. Et puis, vous avez beaucoup d'autres aléas qui amènent à penser que, malheureusement, on a bien un changement de paradigme et qu'on risque d'être sorti désormais d'une ère d'électricité et d'énergie facilement accessible et abondante. Et dans ces autres aléas, vous avez toutes les discussions qui se tiennent actuellement sur les systèmes de régulation et les plans au niveau européen. Vous avez le virage qui est fait vers l'électrification qui amène à une augmentation de la demande en termes d'électricité. Les aléas climatiques, je vous en parlais pour l'éolien. On a aussi la question du remplissage de nos barrages qui, on l'a vu tout à l'heure, mais pour la France, représente quasiment 10% de notre production d'électricité. On a le fait qu'on a une augmentation des taux d'intérêt désormais et que finalement, le coût du capital est un élément déterminant de la production de nouvelles capacités, qu'elles soient en nucléaire ou qu'elles soient en énergie renouvelable. Et justement, en termes de croissance de ces capacités, on a le besoin d'avoir des équipes qui sont en mesure de délivrer à des rythmes envisagés comme étant très importants ou bien supérieurs à ce qu'on a connu ces dernières années,
la mise en place de nouvelles capacités importantes, que ce soit en nucléaire, avec l'annonce de 6 EPR déjà pour la France, ou que ce soit sur la capacité à mettre en œuvre vraiment tous les investissements en termes d'énergie renouvelable qui sont annoncés. Là, de la même façon qu'on l'a vu pour le prix de l'électricité, on se rend compte que finalement, on a une projection pour 2023 et 2024 d'un niveau bien supérieur à ce qu'on a connu historiquement sur les prix du gaz, qui est lié à cette tension que j'évoquais. Donc, qu'on prenne le gaz ou l'électricité, on est dans une situation où on se projette dans les années à venir sur des prix bien plus élevés que ceux qu'on a connus par le passé. De la même façon qu'on l'a vu sur le gaz, avoir en tête que malheureusement, on est bien sur une situation de décrochage qui est liée à l'Europe et qui, quand on la compare avec les autres zones dans le monde, la met en difficulté. Ce que vous montre ces graphiques issus de la Banque mondiale, c'est l'écart de prix, le prix de produire de l'électricité à partir du gaz ou du charbon. Sur 3 zones dans le monde, les États-Unis, le graphique que vous avez à gauche, l'Union européenne, le graphique que vous avez au centre, et le Japon et la Corée à droite. Attention parce que les échelles de ces graphiques sont différentes. Et vous vous rendez compte que si je prends par exemple le gaz, donc la courbe en bleu, eh bien, vous êtes à 60 $ du mégawattheure à peu près pour produire l'électricité à partir du gaz aux États-Unis. Là où en Europe, on parle plutôt, et je m'arrête sur 2022, là, à un niveau de l'ordre de 450 € du mégawattheure. Dollars du mégawattheure, pardon. Vous voyez qu'au Japon, on est sur un niveau 2 fois moindre qu'en Europe. Donc ça met l'Europe dans une situation de perte de compétitivité par rapport aux autres zones dans le monde. Et je laisse Sylvie. Alors, bien évidemment, dans ce contexte, vous l'aurez compris, hein, l'Europe est moins bien positionnée que les autres zones géographiques du reste du monde. Et donc, nous nous interrogeons tous ensemble aujourd'hui sur les impacts pour les entreprises et pour les salariés. Un certain nombre d'éléments qui ont déjà été repris, je pense que nous avons tous pu le constater hein, au cours des différents articles, différentes communications dont nous avons pu prendre connaissance. On a un certain nombre d'effets négatifs qui se retranscrivent dans les entreprises ou un certain nombre d'adaptations. On a certaines communications qui relèvent des nécessités de choix d'investissement. On a un certain nombre d'acteurs, notamment dans l'industrie, qui vont communiquer sur le fait qu'ils réfléchissent à relocaliser, à localiser différemment leurs investissements, que ce soit ailleurs en Europe, en Asie et ou aux États-Unis, par exemple. On a également un certain nombre d'éléments qui relèvent de l'adaptation des entreprises pour adapter à la fois les rythmes de travail par rapport au niveau de consommation d'électricité et au coût de cette électricité. Donc, on va avoir certaines entreprises qui se positionnent, je pense au domaine de l'automobile, par exemple, ou certaines communications, ou dans la verrerie, où certaines communications ont été faites autour du travail de nuit pour pouvoir plus travailler la nuit. Et donc, cela relève également, bien évidemment, de la négociation et du dialogue social, mais également pour pouvoir adapter l'environnement de travail. Et on va toucher là, entre autres, à la QVT, puisqu'on va avoir des situations de baisse de température dans les bureaux pour les fonctions support, mais aussi au niveau des lignes de production. On a certains acteurs, là encore dans l'automobile, qui baissent par exemple la température de l'environnement de leur ligne de production à 17 degrés. On a un certain nombre de réorganisations qui ont été annoncées. Je pense notamment au géant de la chimie BASF, qui, lui, a une forte dépendance au gaz russe, avait une forte dépendance au gaz russe,
et qui, pour la première fois, annonce un plan d'envergure emmenant dans son sillage un certain nombre d'acteurs. Donc, on est dans cette configuration-là et vous, en tant qu'instance représentative du personnel et membre de ces instances, vous vous trouvez face à un certain nombre de situations pour lesquelles à la fois l'avenir économique de l'entreprise est en jeu, mais surtout et par-dessus tout l'avenir social. Comment situer la majorité des entreprises en France? On a ici une analyse donc, qui présente une exposition sectorielle qui a été réalisée par Rexcode. Plus vous allez vers la droite en abscisse, plus vous avez une exposition forte au coût de l'électricité et au gaz, et plus vous montez en ordonnée, plus votre marge est moins dépendante ou plus forte par rapport à la moyenne de ces entreprises. La part moyenne des marges dans la valeur produite sur les entreprises analysées est de 19,9%. L'exposition moyenne à l'électricité et au gaz est de 2,2%. Ce que vous pouvez noter sur ce graphique, c'est que des industries, par exemple de la pâte à papier, de la chimie, sont particulièrement exposées au coût de l'électricité et du gaz. Par contre, d'autres industries comme l'industrie pharmaceutique ou l'agriculture sont exposées, mais de façon moindre par rapport aux entreprises citées précédemment. Donc, la solidité financière des entreprises va aussi avoir un poids important parce que dans ce contexte-là, on va aussi avoir un enjeu majeur par rapport à la façon dont les entreprises appréhendent leur avenir et la façon dont les entreprises mesurent un risque ou non. Dans cette enquête qui a été menée par la CPME entre le 6 et le 25 octobre 2022 auprès d'un petit peu plus de 2400 dirigeants de PME et de TPE, on voit que en prévision, la part des entreprises dont le coût énergétique est supérieur à 3% de leur chiffre d'affaires représente une part de 41% des entreprises consultées. Dans cette part-là, vous avez des entreprises qui se trouvent être beaucoup plus exposées. On va parler des hôtels, cafés, restaurants qui sont en 2022, par exemple, exposés à hauteur de 67%, là où d'autres services sont à 39% et l'industrie et le bâtiment à 42%. Cet élément est un élément important puisque on va avoir derrière un certain nombre d'entreprises, PME et ETI qui vont se trouver qui se sont trouvés fin 2022 et début 2023 dans un contexte de renégociation de leur contrat d'électricité et de gaz. On est dans un contexte de fragilisation d'un certain nombre d'entreprises, je crois que nous en sommes tous conscients, et donc cette question de renégociation de contrats d'électricité et de gaz est une question majeure. Et nous avons pu noter très récemment aussi des efforts supplémentaires du côté du gouvernement pour venir en soutien à un certain nombre d'acteurs et d'entreprises. Avant la fin 2022, on était dans un contexte de période de renouvellement de 18% pour les entreprises consultées. En 2023 et après 2023, cela représente 41% des entreprises. Donc, bien évidemment, en fonction de leur contexte et de solidité financière, il sera plus ou moins aisé, facile de pouvoir renouveler ces contrats d'électricité. Et dans le contexte actuel économique, les entreprises qui pourraient se trouver en situation de défaillance sont bien évidemment dans un contexte bien plus fragilisé dans la négociation de ces contrats. Dans ce contexte de fragilisation, ce qui ressort également de cette étude, c'est que 9% des répondants, donc sur un petit peu plus de 2400, cela représente environ 220 entreprises. Pour 220 entreprises consultées, elles envisagent un risque de fermeture de leur activité en 2023 du fait
de ce coût de l'électricité et du gaz et de leur exposition au renouvellement à un contrat. Donc, c'est un point extrêmement important qui va concerner non seulement l'entreprise en tant que telle, mais surtout l'emploi lié à ces entreprises. Autre paramètre important, et c'est là une évaluation SECAFI sur un certain nombre d'hypothèses, c'est l'évaluation des prix de l'électron en fonction de l'offre de marché. Donc, nous partons sur une hypothèse d'un contrat annuel du 1er janvier au 31 décembre, sur des consommations qui se veulent être linéaires, alors même que nous sommes dans un contexte de baisse de la demande en 2023. Mais pour avoir des éléments comparables, nous partons sur des consommations linéaires, sur des hypothèses de consommation selon l'AREN, des prix moyens de marché calendaire N+1, donc en achat année précédente, comme vous l'exposait Emmanuel Gatineau précédemment, pour des livraisons sur l'année en cours. Concernant la part AREN, nous partons donc sur les évolutions qui ont été d'ores et déjà constatées de 100 TWh à 120 TWh entre 2021 et 2022, et pour 2022, pardon. Une hypothèse donc, que nous avons conservée pour les années 2023-2024, et vous voyez là la partie bleue sur notre graphique qui est relativement stable compte tenu de ces éléments, et sur un prix révisé de 49 € par mégawattheure. Cela représente environ 2/3 de la consommation actuelle. Sur les prix calendaires, par contre, nous sommes sur une moyenne annuelle, là aussi sur une estimation 2023-2024, sur la base des données de marché connues à la fin 2022. Selon ces hypothèses-là, vous voyez qu'entre 2022 et 2023, nous aurions une multiplication par 2,6 du prix de l'électron sur cette période. Comment cela se retranscrit pour l'entreprise et dans son environnement? On l'a compris à la fois par la partie exposée par Emmanuel précédemment et par l'ensemble des éléments dont nous pouvons avoir conscience. Nous sommes dans un environnement à l'heure actuelle extrêmement incertain pour l'ensemble des entreprises. Si l'on prend un premier axe de relation des entreprises avec son environnement, on va prendre l'axe client-fournisseur. Sur l'axe client, un certain nombre d'efforts ont déjà été demandés par les entreprises vis-à-vis de ces clients, notamment en termes de hausse de prix. On a derrière l'impact que l'on retranscrit par une inflation, mais aussi par une acceptabilité de la part des consommateurs finaux de ces hausses de prix. Les risques de défaillance, nous les avons évoqués, c'est vrai pour l'entreprise. Bien évidemment, dans l'environnement entreprise, nous avons cette relation client-fournisseur qui existe et pour lesquelles existent également des possibilités de défaillance. Et puis, pour 2023, notamment, un certain nombre d'analyses, et nous sommes déjà dans un certain nombre de portefeuilles de commandes dans le constat malheureux de la situation, d'une baisse de la demande en 2023 et qui est une réalité pour le premier semestre 2023 et qui pourrait être prolongée sur le deuxième semestre 2023 également. Côté fournisseur, on a un certain nombre de conséquences, notamment par rapport au report de dépenses par rapport à leur situation financière, avec un lien de dépendance qui existe entre l'entreprise et ses fournisseurs, notamment par rapport à un certain nombre de procédés, par exemple. Là aussi, nous allons retrouver les risques des défaillances et puis, bien évidemment, ce que l'on a déjà vécu depuis le début de la crise du Covid, c'est des tensions sur les approvisionnements qui pourraient être exacerbées par la situation de crise issue de cette crise énergétique. Un deuxième axe, c'est celui que vous allez retrouver sur le bas de ce graphique, avec d'une part les nouveaux entrants qui peuvent arriver sur le marché, une nouvelle forme de concurrence avec des solutions de substitution.
Si on prend par exemple le domaine de la chimie que je connais particulièrement bien, on va avoir un certain nombre de nouveaux acteurs qui vont proposer des solutions qui vont à la fois être moins coûteuses en termes d'énergie et qui en même temps pourraient offrir une solution dans le cadre de la transition énergétique, notamment au niveau européen, avec l'accélération voulue par le Green Deal. Et donc, on a un certain nombre, pour l'entreprise existante, un certain nombre de menaces externes concurrentielles qui apparaissent et qui vont nécessiter pour l'entreprise d'être plus compétitive ou, elle aussi, avoir recours à une autre forme de recherche et développement pour pouvoir maintenir sa position sur ces marchés. Les concurrents plus traditionnels, plus historiques, qui vont, eux, peut-être plus s'orienter vers des pays à bas coût énergétique. J'évoquais tout à l'heure le choix d'investissement réalisé sur d'autres zones géographiques que l'Europe, du fait du coût de l'Europe à l'heure actuelle. C'est une réalité. L'autre réalité peut être aussi et ou la stratégie d'approvisionnement qui va de concert avec ces positionnements d'investissement. Nous avons ensuite, bien évidemment, la position de l'entreprise face à son groupe d'appartenance ou face à son actionnariat. Là, il peut y avoir un certain nombre de choix stratégiques par rapport à la situation des différentes filiales du groupe, par rapport à la solidité du groupe, par rapport à la démarche de l'actionnariat et, d'un point de vue actionnarial, la nécessité de fidélisation de cet actionnariat. Et puis, éventuellement, l'externalisation. On peut le constater, par exemple, dans l'automobile, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, où les activités plus de commodité sont externalisées, quitte à aller vers des solutions de sous-traitance et de liens différents ensuite entre l'entreprise et ses filiales externalisées. Et puis le dernier axe qui est sollicité par un certain nombre d'acteurs à l'heure actuelle, par les entreprises, par les groupes, c'est l'accessibilité. Donc ce sont les pouvoirs publics et l'accessibilité pour les différents groupes et entreprises aux différentes formes d'aide, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, aussi dans un contexte de pérennité de ces aides, des différentes mesures qui pourraient être déployées, et puis un effet réel de la refonte de la régulation. Tout cela, ce sont des points en conclusion. Emmanuel, je te laisse le premier point de conclusion. Merci Sylvie. Bon, vous l'avez compris, et c'est pour ça pour nous, c'était important de faire ces webinaires. Avec la crise énergétique qu'on a vécue l'année dernière et compte tenu des informations qu'on a partagées avec vous, on est nous convaincus qu'on rentre dans une nouvelle ère, malheureusement durable, de prix de l'énergie élevés et du coup d'une difficulté, d'une tension énergétique. Donc, on est très clairement plus uniquement dans un contexte de crise énergétique, mais on est dans un nouveau paradigme. L'énergie est moins abondante, certaines zones sont mieux positionnées que l'Europe à l'heure actuelle, et l'énergie pour l'industrie européenne, et en France en particulier, est plus chère. Alors, pour nous, il est fondamental que ce sujet soit abordé dans les entreprises parce que c'est un sujet de survie immédiate pour une partie d'entre elles, de positionnement pour le futur pour d'autres, et ça doit être un élément d'échange entre la direction et les représentants du personnel, et de notre point de vue, vous êtes, dans l'obligation, quelque part, si votre direction ne fait pas cette démarche, d'interroger votre entreprise pour vous assurer que les mesures ou la juste prise en compte de la situation est bien partagée au niveau de votre entreprise. Et on se propose avec Sylvie de vous retrouver le 3 février pour voir comment interroger vos directions et comment finalement vous assurer que l'entreprise a pris suffisamment les choses en main par rapport à ce nouveau paradigme auquel désormais il va falloir s'habituer. Nous vous proposons donc le 3 février, en effet, un certain nombre de leviers, d'actions et de champs possibles d'investigation pour vous aider à anticiper et participer à une réelle construction du dialogue social sur ces sujets
avec votre direction et dans votre environnement concurrentiel et sectoriel. Merci. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans une deuxième phase où on va reprendre les quelques questions qui sont apparues dans le chat. Déjà, pour rebondir, donc Jean-Mathieu vous le disait, mais on a bien sûr le support qu'on vous a présenté qui sera mis à votre disposition sur notre site. Si je reprends les fils de questions, il y avait une question sur l'ordre de grandeur d'un térawattheure. Donc, quand on parle de térawattheure, on parle de 1000 milliards de watts qui, finalement, sont produites ou consommées, c'est une quantité d'énergie, pendant une heure. Si on cherche à avoir un ordre de grandeur, il faut se figurer que c'est à peu près la consommation annuelle d'une ville de 200 000 habitants. Donc forcément, on est à la taille d'un pays, donc on a ces échelles de grandeur qui sont finalement très élevées et qui peuvent être difficiles à manipuler. Et je sais que dans le chat, on a eu aussi d'autres éléments de rebond sur cette question des ordres de grandeur. Je continue à partager, à regarder le chat, voir les questions. Alors, comment sortir de cette situation absurde? Je rebondis sur la question de Philippe. La première chose, et c'est vraiment l'objet pour nous ces webinaires, c'est déjà d'avoir la conviction qu'on est rentré dans une nouvelle ère et que la situation absurde, elle est liée au fait que soit les systèmes de régulation, soit la façon dont on fonctionne aujourd'hui n'a pas encore pris en compte cette nouvelle ère. Et qu'il est fondamental déjà d'avoir un diagnostic clair alors au périmètre de l'entreprise, mais au-delà, au périmètre des États et des continents, des capacités en termes d'énergie, que ce soit en termes de production, de fourniture, et finalement d'établir des plans à la hauteur de notre niveau de dépendance ou de risque. Tout ceci nécessite des échanges, des discussions. On est au tout début de la prise de conscience. On parlera le 3 février ensemble de ce qui émane des exemples vécus ou annoncés dans les entreprises. Mais déjà, de se mettre autour de la table pour aborder ce point, c'est la première étape. Et ensuite, il va falloir inventer des nouvelles solutions et des nouveaux modes de fonctionnement parce qu'on est clairement dans une zone inconnue jusqu'à présent. Alors, les suicides de l'Europe commandités par qui? Alors ça, j'avoue, Hervé, ne pas avoir d'éléments d'explication. On a, comme je vous le disais, je pense, on vit dans une société qui nous amène à avoir souvent, que ce soit en termes d'horizon politique ou d'horizon de temps, une vision assez court-termiste. Les choix énergétiques sont des choix structurants et qui nécessitent des visions à long terme, dont on a sans doute un peu manqué ces dernières années. Et donc, est-ce que c'est suicide de l'Europe? Est-ce qu'il y a un commanditaire? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, je vais simplement rebondir sur l'intérêt et l'importance qu'on a maintenant à anticiper et à lever un petit peu la tête. Et je reviens vraiment à notre conseil autour d'aborder cette question. Anthony nous interroge aussi sur le fait de savoir comment éviter les délocalisations à l'étranger. La transition, l'exercice 2023 et 2024 seront probablement des exercices compliqués pour les industries européennes, on l'a compris. Néanmoins, l'Europe se veut particulièrement volontariste dans le domaine de la transition énergétique. Peut-être est-ce un mal pour un bien si les entreprises arrivent à utiliser cette période plus complexe, mais encore une fois, dans un contexte plus difficile aussi de recours au financement dans le cadre de la hausse des taux d'intérêt. Mais si l'entreprise, via sa recherche et son développement, via l'accélération de sa transition énergétique,
en France, on va être relativement chauvin sur la question, utilise cette période pour accélérer sa transition et se positionner à un horizon 2025-2026. On sait que ce sont des mouvements longs, mais néanmoins compressibles à l'heure actuelle. Le Covid nous a aidé à accélérer un certain nombre de sujets aussi. Nous pourrions être demain peut-être mieux positionnés si l'on anticipe ces phases de transition énergétique qui sont accélérées bien plus que l'on l'anticipait en 2020 et 2021 du fait de la crise énergétique, mais qui nous permettraient d'avoir un positionnement d'un point de vue environnemental plus stable, meilleur, peut-être plus compétitif aussi que le reste du monde qui aujourd'hui ne s'interroge pas ou moins sur la question de la transition énergétique et plus sur la compétitivité immédiate court-termiste. Alors, je rebondis, hein, je ne sais pas si on aura le temps de couvrir toutes les questions dans le chat sur la comparaison qui est faite avec la crise de 1973. Donc, elle était en 1973, la crise très liée au pétrole. On a là, aujourd'hui, beaucoup plus parlé de gaz et d'électricité. On a aussi ce sujet du pétrole. Donc, 1973, ça a été notamment la décision en France de lancement d'un grand plan, notamment au niveau nucléaire. Donc, il y a eu un certain nombre de réactions à l'époque et à espérer qu'on sera aujourd'hui dans la même logique de réaction. Alors, est-ce que ce sera nucléaire, renouvelable, quelle que soit la réaction, en tout cas qu'on se rende compte qu'on est dans un nouveau paradigme. Ça, c'est un point important. Donc, il y a en tout cas cet élément de comparaison et c'est l'objet de nos échanges là de pousser à ce que ce changement de paradigme s'opère à l'occasion de ces alertes. Alors, je vois une question de Valérie sur l'hydrogène. Énergie du futur, un meilleur coût, c'est un des paris aujourd'hui lancés par l'Europe. Ça fait partie des paris technologiques qui restent à relever. Aujourd'hui, sur l'hydrogène, on a beaucoup de verrous technologiques à lever. Et clairement, on ne peut pas faire l'économie de justement chercher des solutions. Alors, l'hydrogène, on la connaît depuis longtemps. Il s'agit maintenant de la rendre plus efficace. On a une problématique d'énergie nécessaire à la production de l'hydrogène. Et notre sujet de discussion aujourd'hui est l'énergie. Donc, c'est bien, malheureusement, un goulot d'étranglement pour que l'hydrogène s'impose comme une solution. La capacité qu'on a aujourd'hui à le produire dans des ratios énergétiques qui sont aujourd'hui encore trop peu intéressants, malgré les effets d'incitation. Mais c'est ces effets d'incitation que portent l'Europe et les États-Unis qui peuvent nous amener à finalement investir pour lever des verrous technologiques qui seront indispensables à lever pour que ce média, que ce soit un média de stockage, d'utilisation de l'énergie, s'impose, se développe. Nous avons effectivement un certain nombre de solutions qui apparaissent plus intéressantes d'un point de vue énergétique en aval, mais comme l'indique Emmanuel, nous avons un certain nombre de sujets encore à solutionner en amont pour pouvoir produire à la fois de façon plus compétitive et aussi plus respectueuse de l'environnement en fonction des critères qui ont été fixés. Et cet amont, pour l'instant, nous n'en avons pas encore les solutions, même si l'aval est en marche, on n'a pas encore toutes les solutions d'approvisionnement d'un contexte à la fois suffisant en quantité d'énergie et suffisamment vert et respectueux de l'environnement. Donc, effectivement, comme l'indiquait Emmanuel, encore un certain nombre de verrous à faire sauter à l'heure actuelle. Alors, sur le rôle des partenaires sociaux européens, ils ont un rôle de porter ce débat, d'obliger, d'amener finalement à ce que les discussions aient lieu.
et qu'on prenne en compte, au-delà des spécificités nationales, qu'on a bien vu apparaître dans les écarts de mix de production entre la France et l'Allemagne notamment, on a une politique européenne qui se déploie, alors non plus basée comme elle l'est aujourd'hui sur la primauté de la concurrence, mais plutôt sur la primauté de la résilience pour le continent européen, qui doit, comme on se le disait encore, se fournir énormément auprès de pays producteurs, alors même que l'Europe est une zone qui est profondément importatrice de ces ressources. Hervé nous interroge aussi sur l'intégration des externalités négatives des énergies produites à l'étranger pour retrouver part différentielle de la compétitivité. Oui, un certain nombre d'acteurs le fait à l'heure actuelle. Certains ont rouvert des centrales à charbon, ont rouvert des chaudières au fioul pour pouvoir produire à la fois pérenniser les productions, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'acteurs aussi ont arrêté un certain nombre d'ateliers. Ces acteurs-là ont choisi donc une solution beaucoup plus court-termiste, et c'est quelque part le problème également, c'est que oui, ils sont temporairement plus compétitifs, mais le choix d'aller vers des ressources moins favorables permettent de gagner de la compétitivité, mais en positionnement à court terme, et donc ça ne solutionne pas le moyen et long terme. Et comme nous vous l'indiquions, cette crise n'est pas uniquement temporaire, on rentre dans un nouveau paradigme. Quelques questions autour des contrats qui doivent être négociables sur le prix, ou autour des fournisseurs aussi, qui sont les bons fournisseurs à choisir dans ces périodes de renouvellement de contrat. On a une attention particulière à avoir sur, j'allais dire, la capacité financière du producteur à finalement rester présent sur le marché, à ne pas faire faillite. On a eu beaucoup de changements de contrats qui se sont faits sur l'année dernière, contraints par le fait que le fournisseur qui avait été choisi malheureusement n'a pas pu faire face à l'augmentation des prix sur le marché de gros, et donc a disparu. Donc vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont dû renégocier leurs contrats un peu au pied du mur parce que leur fournisseur avait disparu. C'est du coup une position qui est difficile parce que ça met l'entreprise dans la négociation plutôt dans une situation difficile. Donc, premier élément, peut-être privilégier des fournisseurs avec des structures financières, une capacité à faire face à la forte volatilité, on l'a vu, des prix. On l'a vécu en 2022 et qu'on risque de vivre dans les années à venir. Après, sur les questions des contrats, niveau de couverture, niveau de renégociation sur les prix, tout ceci est à évaluer par rapport à la situation de l'entreprise, ses profils de consommation, ses contrats existants. On avait jusqu'à présent une logique d'optimisation de prix. On a aussi à intégrer le fait que en situation de difficulté, on a besoin aussi d'avoir un volume garanti. On a besoin de cette énergie pour fonctionner. Donc, vraiment, des situations à regarder entreprise par entreprise, profil par profil, qui, me semble-t-il, doivent faire l'objet d'un échange parce que vous-même, au sein de vos entreprises, vous avez une vision de votre rapport de dépendance à la source énergétique, et donc c'est bien à ce périmètre-là que ces discussions vont se tenir. Parfois, vous aurez un intérêt à sécuriser, parfois vous aurez au contraire un intérêt à être à maintenir votre position sur le marché spot. Et il existe 40 fournisseurs, comment s'y retrouver? Effectivement, il faut comparer les offres, c'est des choses qui prennent du temps. On a un besoin d'analyse encore une fois, des offres qui sont pour partie couvertes par l'ARENH, pour partie couvertes par des offres de marché. On a un certain nombre d'éléments de régulation qu'il va falloir surveiller de près, notamment justement l'ARENH dont je vous parlais, qui va un dispositif qui va normalement prendre fin en 2025.
Donc, on a beaucoup d'éléments de contexte, de régulation à prendre en compte. Pour les 40 fournisseurs, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de faire comme on fait avec un fournisseur. On évalue sa solidité financière, on compare son offre et on a un niveau de discussion à la hauteur de l'enjeu que représente l'énergie demain. Sur la sortie de l'Europe, peut-être. Sortie de l'Europe, il est clair que le marché européen aujourd'hui n'assure pas, tel qu'il est construit, un niveau de protection qui oblige à des débats. Est-ce que la France seule serait capable de peser face aux blocs qui se mettent en place aujourd'hui, États-Unis, Russie, on le voit, et Chine-Asie? Voilà, la question est une question qui dépasse le sujet de l'énergie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le sujet de l'énergie, l'Europe doit revoir ses modes de fonctionnement pour organiser sa résilience, sinon elle risque d'être pris entre les différents blocs que j'évoquais. Alors, pourquoi une autre, voilà, vive la concurrence libre et non faussée, beaucoup de réactions autour de ce thème, et c'est logique. C'est une vraie interrogation. Pour l'instant, la politique française a été de rester, de se maintenir au niveau européen, de faire évoluer avec plus ou moins de succès les politiques européennes. On a effectivement, malheureusement, en tout cas jusqu'à présent, force est de constater qu'on a un niveau de réactivité par rapport à la situation qui reste faible. Et il faut espérer que voilà, toute cette stratégie française porte ses fruits, parce que voilà, sinon on va avoir un élément de décrochage. On va en reparler le 3 février, qui va nous mettre en difficulté, notamment dans la compétition mondiale dans laquelle on est, sur des activités comme la chimie ou d'autres. Effectivement, Hervé, l'énergie est rare, l'eau le sera également, bien évidemment. Notre sujet immédiat est la crise énergétique, mais on ne peut pas oublier la question de l'eau, qui va être une question d'autant plus importante que pour un certain nombre de solutions que l'on évoquait tout à l'heure, l'eau va être nécessaire, alors même que l'on sait qu'on a d'ores et déjà des problèmes d'approvisionnement en eau et de disponibilité d'eau. Alors, juste sur l'Espagne et le Portugal, alors, ils ne sont pas tout à fait sortis du marché européen. Il y a eu en fait, la péninsule ibérique est très peu connectée au niveau de l'électricité. Et donc, il y a eu, pour la péninsule ibérique, c'est valable Espagne et Portugal, l'accord de l'Europe de pouvoir sortir du prix du gaz, ou en tout cas déconnecter l'évolution du prix du gaz par la production d'électricité, du fait de sa faible interconnexion avec le continent. Mais du coup, ça pose la question des dérogations que l'Europe accepte pour sortir de ce marché. Ça renvoie bien au fait que la façon dont est construit le marché aujourd'hui, qui pour ma mémoire sur l'électricité est liée au coût de fonctionnement de la dernière centrale appelée, qui se trouve être souvent une turbine à gaz, et donc du coup qui est connectée, qui connecte le prix de l'électricité au prix du gaz. Voilà, et bien un mécanisme de marché qu'il faut réinterroger, et c'est bien voilà l'objet de l'exception dont a bénéficié la péninsule ibérique par rapport à là qui était jusqu'à la fin de l'année et qui est reporté encore sur le début de l'année 2023. Alors effectivement, on constate comme vous qu'on a vécu là ces derniers mois, sur l'année dernière, une augmentation assez importante des profits d'un certain nombre d'acteurs de ce marché. Là aussi, on revient sur les dysfonctionnements qu'on a évoqués et la nécessité de remettre tout ça à plat.
Voilà, on a pour l'instant, comme je vous le disais, un niveau de réaction sur cette situation qui reste de notre point de vue encore en deçà de ce qu'il faudrait faire. Ce que je vous propose peut-être, c'est que du coup, on se donne rendez-vous le 3. On va vous préciser les horaires très prochainement. Et à l'occasion de cet échange, le 3, on reviendra sur l'actualité parce que toute cette matière est très vivante et donc aussi sur les derniers éléments de l'actualité qui auront ponctué les quelques semaines qui nous séparent du 3. Et bien sûr sur la façon, les modalités de questionnement de vos directions pour aborder ce thème et qu'il soit au centre, en tout cas régulièrement abordé dans vos instances parce que c'est fondamental pour projeter le positionnement actuel et futur de votre entreprise. Pour répondre à un certain nombre d'interrogations, ça a été mentionné dans le chat, mais oui, notre présentation sera disponible et le replay sur notre site Secafi Internet. Merci à tous pour votre participation et nous vous donnons donc rendez-vous le 3 février tous ensemble. Bonne fin de journée à tous.